Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Je me souviens d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent même pas imaginer, dans leur pire cauchemar. Ces années 70 et début 80, même si nous étions très heureux par ailleurs, nous manquions de tout. En ces temps de socialisme très particulier qu'un certain intellectuel avait qualifié de socialisme de la mamelle, quand la nomenclatura ne manquait de rien avec ses coopératives, ses quotas de produits de luxe, ses véhicules importés, ses allocations de devises pour aller faire des courses là-bas, et tant d'autres privilèges pour personnalités qui passaient leur temps à nous faire des discours pétaradants sur la révolution agraire, pendant que leurs gosses s'empiffraient de chocolat suisse et que leurs épouses allaient faire leurs emplettes à Paris. Je vous assure, demandez aux gens de mon âge, ils vous diront. En ces temps de disette, le reste de la population, ceux qu'on abreuvait de discours anti-impérialistes, avec l'index pointé comme ça, lissant la moustache, gros cigare à la main, et qu'on amassait en foule compacte pour aller applaudir le président qui passait. Ces gens-là passaient d'une pénurie à une autre. Les marchés étaient vides, les vitrines exposaient parfois des machines, des petites machines d'électroménager avec la mention, et c'était national, c'était partout, pas à vendre en exposition. Pour vous dire, pour pouvoir acquérir un frigo, une machine à laver, une cuisinière ou n'importe quel autre produit du genre qui était importé par la Sonacat ou les Souq al-Fellah, pour ceux qui s'en rappellent, il fallait écrire à Monsieur le Wali et demander à faire partie des demandeurs qui étaient tirés au sort, comme à la loterie. Ou bien alors, il fallait avoir un sacré piston. Les gens qui avaient la chance de bénéficier d'une autorisation de sortie, à l'époque, on ne pouvait pas quitter le territoire sans autorisation de sortie, et qui pouvaient bénéficier aussi de la fameuse allocation touristique de 320 francs, 32 000 anciens francs français, de rendre en France, le prix généralement d'un hôtel, d'une nuitée à l'hôtel. Revenez avec des cabas tati chargés de produits de dernière qualité, des jeans, des couvertures, des lustres en toc, des thermos et jusqu'à des bonbons et du chewing-gum. À un certain moment, quand nous avons commencé à pouvoir capter, un tant soit peu, quelques chaînes étrangères, avec plein de grains et de parasites, nos meilleurs programmes, les plus suivis, étaient les spots publicitaires. Nous salivions devant les fromages, les jeans dernier cri, les véhicules flambant neufs. Et justement, à propos de véhicules, les seuls que nous pouvions acheter alors étaient ceux que la nomenclatura nous refilait plus cher que le prix du neuf après les avoir usés. Ceux des anciens moujahidines aussi, qui ne pouvaient nous revendre qu'après 5 années d'incessibilité, et plus cher qu'ils ne les avaient achetés. En tous les cas, c'était cela notre socialisme et notre mode de consommation. Pour les barons de la nomenclatura, les résidences des anciens gros colons, une vie de luxe, des allocations de devises pour leurs bobonnes, pour aller cancaner chez les coiffeuses du 16e, et pour nous, le système D, pour surfer sur les vagues de la pénurie que nous avions appris à domestiquer, au point où nous étions saisis par une frénésie boulimique pour tout ce qui était disponible, et qui ne le serait plus le lendemain, et dont les prix étaient soutenus par l'État, les fameux produits dits de première nécessité, dont on s'approvisionnait en grosse cargaison. Du sucre en quintal, on achetait du sucre en quintal. On allait chez l'épicier, on lui disait « donne-moi un quintal de sucre ». Du café en carton, de la tomate concentrée en dizaines de boîtes. Nous avions tous des placards épicerie à la maison. Sans parler du pain que nous achetions par dizaines de baguettes, comme ça. On se ramenait dans la rue avec des dizaines de baguettes, toutes chaudes, et que nous jetions à la poubelle en dizaines de baguettes. Puis vint le PAP, programme anti-pénurie de Chedli Rabbi Rahmou. Alors là, nous sommes entrés en transe.
Nous nous sommes vengés de toutes les années de privation que nous avions endurées. Dans les vitrines, l'électroménager n'était plus en exposition, mais bien en vente. À vendre. Ils mettaient d'ailleurs à vendre pour que les gens entrent et demandent le prix. Nous étions saisis de fièvre acheteuse. Nous achetions tout. Nous n'allions plus aux frontières marocaines et tunisiennes pour acheter des produits de contrebande. Enfin, du moins un certain temps, puisque la crise économique allait nous replonger dans des pénuries sporadiques, même si elles étaient moins cruelles que celles précédentes. Nous étions rentrés dans une autre logique, celle de M. Blé, M. Médicament, M. Bière, etc. L'Algérie était devenue un ensemble de chasses gardées pour les nouveaux parrains, les nouveaux barons, et nous étions la plèbe qui n'avait d'autre rôle que de consommer ce qu'on lui ramenait. À charge pour le régime de nous payer à ne rien faire, puisque le pétrole et le gaz étaient là pour pallier à la démission générale. Lorsque Bouteflika arriva, et avec lui une flambée inespérée des prix du baril, l'Algérie, qui était déjà le seul pays au monde à vivre d'une seule ressource, c'est le seul pays au monde, je vous le confirme. Et avec nous, il y aura tout à l'heure un spécialiste, nous pourrons lui poser la question. Le régime allait pousser l'hallucinante logique de mettre fin à la crise politique et à la tragédie nationale qu'il avait lui-même provoquée en mettant en place un système de corruption de masse. Une corruption qui ouvrait toutes grandes les portes d'un immense bazar où 100% des produits étaient importés. Cela lui permet d'enrichir ses propres clientèles dans le même temps qu'il anesthésiait le bon peuple, dans le même temps qu'il achetait des généraux par grappes entières. Il gavait le reste de la population en produits dont elle n'osait même plus rêver. L'exemple de l'importation des véhicules neufs est significatif à cet égard. Malgré une carence abyssale en infrastructures routières, le régime se mit à importer pour un minimum de 6 milliards de dollars de véhicules par an. 6 milliards de dollars de véhicules par an au moins. Et comme tous les Algériens n'avaient pas les moyens de les acquérir, ces véhicules, le régime ordonna aux banques publiques de consentir des prêts à la consommation à tous ceux qui le demandaient, même s'ils n'étaient pas solvables. Les concessionnaires automobiles, tous clients ou parents des barons du régime, s'enrichirent à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant que l'Algérie se hissait au triste record de 4e pays au monde en termes de victimes d'accidents de la route. L'exemple des acquisitions d'armements, d'équipements et de dotations militaires est tout aussi hallucinant. Plus de 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars, engloutis par ce secteur en l'espace d'une quinzaine d'années. Pour un matériel qui ne servira à rien ou alors juste peut-être à réprimer le peuple s'il relève la tête. Et ce fut ainsi pour tout. En une quinzaine d'années, du temps de Bouteflika, plus de 800 milliards de dollars furent engloutis en majeure partie en produits de consommation dont on aurait très bien pu se passer. L'argent qui aurait pu servir à propulser le pays au niveau qui aurait dû être le sien a servi à acheter la paix sociale en même temps qu'à enrichir les maîtres du pays et à produire un nombre effarant de nouveaux millionnaires en dollars qui se posent aujourd'hui en nouveaux maîtres du pays. Pour permettre à ce régime de garder le pouvoir et de continuer à se nourrir sur la bête, il n'y a rien eu de pire. Aujourd'hui, avec le brutal atterrissage d'une économie qui ne carbure qu'avec une seule ressource, qui ne crée aucune richesse et qui a réussi la gageure de mettre bas tous les grands équilibres, c'est la fin de la grande Zerda. La bulle est sur le point d'éclater. Le régime ne va plus pouvoir anesthésier la société plus longtemps. Il aurait bien voulu, mais il n'en a plus les moyens. En tous les cas, plus pour très longtemps. Ce sera bientôt la fin de la prospérité illusoire. Des gens sages nous l'avaient déjà prévu. Il va falloir trancher dans le vif, recourir aux réserves de change, à
l'endettement, au gel et au ralentissement des investissements, à la réduction drastique des budgets, même les produits et les biens made in Algeria vont devoir marquer le pas puisque leur taux d'intégration est souvent insignifiant, jusqu'au pain qui est en réalité importé, si l'on tient compte de tous les intrants qui le composent. Le régime vient donc d'annoncer que des restrictions sont sur les rails. Fini la grande bouffe. Bonjour les dégâts. Aujourd'hui, DZ Feed. Ali Benweri, Bouteflika a dilapidé 1000 milliards de dollars. Par Karim B. À l'Huffington Post. Dépendance alimentaire de l'Algérie et du Maghreb, le rapport qui fait frémir. Par Mali Tahir. TSA. Contrôle du commerce extérieur, ce que prévoit le décret sur les licences d'importation. Par Taoufir Abdelbari et Hadjer Gnanfa. avec nous aujourd'hui par ordre alphabétique pour discuter de tout ça, Ali Benwari, ex-ministre du Trésor, et Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Ali Benwari, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi et je salue M. Sofiane Gilali et tous ceux qui auraient à intervenir éventuellement. Merci. Et les téléspectateurs, bien sûr. Merci. Alors, Ali Benwari, vous nous aviez déjà prévu ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire la restriction, terminer le bazar, un régime qui s'apprête donc à mettre sur rail des restrictions drastiques qui deviendront au fur et à mesure massives. Est-ce vraiment la fin de la grande Zerda ? Oui, j'aurais aimé me tromper, bien sûr, mais cela fait 2 ans que je dis la même chose. Au moment de la campagne électorale, je avertissais de tous les dangers qui guettaient le pays, et notamment ce qui allait se produire par suite de la politique de subvention démente, qui profite plus aux riches qu'aux pauvres, à la consommation plus qu'à la production, la baisse du prix du pétrole qui était prévisible, la baisse de la production, bref, une dissipation lente mais continue de la rente pétrolière qui nous mènerait, disais-je, aux portes de la famine en 2019. Donc pour moi, rien de nouveau, si ce n'est hélas, que j'aurais même trompé. Vous avez annoncé que Bouteflika a dépensé 1000 milliards de dollars en 15 années depuis qu'il est... Non, je corrige. J'avais dit qu'au terme du 4e mandat, c'est-à-dire en 2019, l'Algérie aura engrangé et gaspillé 1000 milliards de dollars. 2019, 1000 milliards de dollars qui seront partis en fumée. Voilà exactement ce que je disais fin 2013, au commencement de la campagne électorale, et que je n'ai pas arrêté de dire depuis. Donc 1000 milliards de dollars, c'est le potentiel de développement du pays qui est détruit. Et sans aucun espoir de retrouver ces 1000 milliards de dollars. Mais sinon, il a dépensé combien disons, ne parlons pas de dépenses, disons à peu près, comme ça à la louche, combien il a gaspillé selon mes chiffres qui sont à mon avis exacts à 90%, le gaspillage, si on tient compte des réserves de change accumulées qui s'élèvent aujourd'hui à moins de 150 milliards de dollars, c'est au bas mot 700 milliards de dollars qui ont été gaspillés. Voilà, pas pour tout le monde, hélas. Oui. Mais sinon, les tenants du régime parlent de certaines réalisations. Ils disent, oui, mais on a construit des autoroutes, on a construit des logements, on a construit des hôtels, on a construit... C'est une circonstance aggravante, parce que si on prend les infrastructures, je rappelle que le plan chemin de fer a été abandonné pour des raisons absolument mystérieuses. Le chemin de fer qui concourt au développement davantage que l'autoroute. Si nous prenons l'autoroute, tout le monde peut constater qu'elle a été devisée à 4 milliards de dollars et qu'on est plus proche de 17 milliards de dollars, donc un immense gâchis, unique au monde, et qui est cassé, que les gens ne peuvent pas emprunter, sauf au péril de leur vie.
je ne vois pas de quelle réalisation le régime peut se targuer. Je ne vois pas, j'ai beau chercher, je ne vois pas. Il y a quand même eu des logements, un grand nombre de logements. Oui, mais là aussi, les logements. Quels logements? Pour combien de gens? Est-ce que la demande a été résorbée? Est-ce que les gens à qui on a donné des logements, on leur a donné du travail aussi? Parce que il faut peut-être rappeler que les gens ont besoin davantage de travail que de logement. D'abord le travail. Moi, je mesure le succès d'une politique économique au nombre d'emplois qu'elle crée, pas au nombre d'emplois, pas au nombre de logements distribués. Si les gens ne peuvent pas payer le loyer, l'électricité, etc., que voulez-vous qu'ils fassent du logement? La dignité, c'est le travail, avant même le logement. Nous allons revenir sur ce sujet, mais j'aimerais vous poser une question. Le chiffre officiel annoncé par le régime en matière de chômage serait moins important qu'en France, par exemple. Moins de 12%. Alors que certains spécialistes parlent de statistiques erronées, puisque d'abord, elles n'ont pas tenu compte de la femme au foyer, des femmes qui ne travaillent pas, et ensuite et surtout, que ce chiffre réel serait de l'ordre de 40%. Oui, je suis d'accord avec tous ceux qui émettent des réserves, des doutes sur la fiabilité des statistiques algériennes, pas seulement du chômage. Nous n'avons pas malheureusement un appareil statistique fiable. Il faut tenir compte aussi que les femmes qui ne travaillent pas ne font pas partie de la population active. Seules celles qui travaillent font partie. Donc le taux de chômage réel, et même en tenant compte du chiffre officiel de 10%, plus ou moins 10%, il est en réalité bien au-dessus. Mais encore une fois, le chômage, comme les pseudo-réalisations, tout le monde peut constater de visu que le problème du chômage n'a pas été résorbé. Et il le sera encore moins à l'avenir, puisque le pays entre en récession dans une crise profonde, extrêmement grave, et que la population est appelée à augmenter sans cesse. Je rappelle 5 millions d'habitants au cours du 4e mandat. Vous vous rappelez de la promesse de Yahya, son dernier poste de chef du gouvernement, quand il avait promis la création de 2 millions d'emplois? Oui. Alors, ils n'ont pas de programme. Même quand on parle du programme du président de la République, j'aimerais bien qu'il soit distribué, qu'il soit publié. Tout le monde parle c'est l'Arlésienne, le programme du président de la République. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, ils peuvent afficher des chiffres, les chiffres qu'ils veulent, 2 millions, 3 millions, pourquoi pas 10 millions. C'est comme les 4 millions d'électeurs, de suffrages de parrainage en quelques jours. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux tout ça. Donc je ne crois pas qu'il faille prendre pour argent comptant ce que le pouvoir en place annonce comme chiffre ou comme réalisation. Tout cela n'est pas sérieux. Ali Benouari, je vais vous poser une question qui a été déjà posée à un certain candidat dans un certain pays, un candidat à la présidence. Vous, président, qu'auriez-vous fait, et c'est la question que je poserai à Sofiane Jidali aussi, qu'auriez-vous fait de ces 800 milliards de dollars? La question est très pertinente. Quand on a généralement, c'est les politiciens, enfin les hommes politiques, les hommes de pouvoir, élaborent un plan et voient s'ils ont les ressources financières adéquates pour le financer. Nous, c'est l'inverse. Nous avons l'argent, nous avons eu tout l'argent et au-delà de ce dont on pouvait avoir besoin, mais nous n'avions aucun plan. Il n'y a pas de planification, donc on ne sait pas au fond. On ne sait pas on ne savait pas quoi faire avec cet argent et c'est ça qui est triste. Donc, moi je dis, j'ai présenté un programme cohérent qui remet l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du village, comme l'on veut, qui remet en bonne place la planification, c'est-à-dire une planification sur 20 ans. J'avais dit, en 20 ans, on peut intégrer les 20 pays les plus riches, comme l'a fait la Corée du Sud, ou la Turquie, ou la Malaisie. C'était à notre portée, à condition qu'on ne rate pas l'échéance 2014, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à disposer des réserves de change qui étaient supérieures à 200 milliards de dollars, et qu'on fasse table rase de tout ce qui a été fait jusqu'ici, et que l'on élabore non seulement un plan de développement à long terme, mais également mettre en place des mécanismes, le mécanisme, comme je disais, c'est-à-dire les instruments et les mécanismes de gestion appropriés qui n'existent pas, qui font défaut. Un marché financier digne de ce nom, qui permet de financer l'économie en main, une réforme monétaire et fiscale qui permet
d'injecter une monnaie saine dans l'économie, une fiscalité complètement à revoir qui établit une justice sociale mais qui affecte les ressources fiscales au développement. Tout ça est contenu dans mon programme que la plupart des observateurs ont qualifié de programme cohérent et sérieux. Donc la question que vous me posez naturellement avant de déclarer ma candidature pour 2014, j'avais commencé à travailler sur un programme cohérent qui tient la route. Le principe général est qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je disais que la maison était pourrie et qu'il fallait la raser et construire une maison complètement nouvelle, tant le coût de la réhabilitation est énorme. On ne peut pas injecter l'argent, des ressources rares, à rafistoler un système perclus, un système vermoulu, qui a montré son inefficacité et qui a conduit à tant et tant et tant d'échecs. Restez avec nous, Ali Benouari. Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Les salutations à Ali Benouari. Merci. Alors, voilà, nous sommes arrivés vraisemblablement à l'atterrissage, à la phase atterrissage, après avoir plané au-dessus des bazars chinois. À votre avis, c'était prévisible? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, c'est la fin de l'orgie de Bouteflika, puisque depuis sa venue, l'argent rentrait à flot et la distribution se faisait systématiquement un peu à la va-vite, à la manière des grands sultans des mille et une nuits qui distribuent de l'or à tout va aux courtisans. Malheureusement, ce mauvais rêve ou ce cauchemar va prendre, c'est un mauvais rêve et un mauvais cauchemar qui va prendre le relais très rapidement. Le pays n'a absolument pas été préparé à faire face au réel. Nous avions vécu sur simplement une richesse qui ne nous appartenait pas au fond. Elle appartient à ce peuple et théoriquement elle lui revenait sur un millénaire. Durant en tout cas plusieurs générations. Or, c'est cette génération-là qui a tout pris, tout brûlé, et maintenant on va se retrouver face à notre terrible réalité. Alors, je vous pose la question que je viens de poser à Ali Benouari. Vous, président, vous êtes élu président algérien en 1999. La manne céleste vous tombe dans le giron. Qu'est-ce que vous auriez fait de tout cet argent? Alors tout d'abord, il faut se comporter en homme rationnel. Un pouvoir conscient des vrais enjeux aurait commencé par construire un budget sur ce qu'il produit lui, c'est-à-dire ce que produit le pays, ce qu'il est capable de faire. Il est absolument insensé d'avoir par exemple un budget de fonctionnement à 75% financé par la fiscalité pétrolière. Ça, c'est se mettre complètement dans une situation qu'on va d'ailleurs vivre, où le fonctionnaire ne pourra plus être payé dès que le prix du pétrole baisse. Donc on aurait construit très rapidement, je sais qu'en 99 déjà on dépendait peut-être à 50 ou 55% de la fiscalité pétrolière, mais quand même on aurait dû très rapidement orienter cela vers une indépendance du budget de fonctionnement de l'État par rapport à ses entrées qui elles sont tout à fait aléatoires. Donc on n'aurait pas pu prévoir cette augmentation faramineuse durant les années 2000, 2005, 2007 du prix du pétrole. Ensuite, pour faire activer cette économie, il aurait fallu investir, et beaucoup. Alors dans certains secteurs, en particulier l'agriculture, l'agro-industrie, parce que d'abord ça va absorber de la main-d'œuvre. Deuxièmement, ça ne nécessite pas de très grandes compétences universitaires, alors que le niveau moyen de l'école algérienne et de l'université sont vraiment, on peut dire, médiocres. Donc ça aurait pu absorber beaucoup de main-d'œuvre. Bien sûr, le bâtiment est important et il ne fallait surtout pas importer la main-d'œuvre chinoise, mais au contraire former et faire travailler les Algériens. De cette façon, on aurait pu augmenter le produit national brut et ensuite en tirer une politique de subvention, mais à ce moment-là, bien sûr, très ciblée, qui ne peut pas toucher à tous les produits. Il est absolument absurde d'importer du gasoil, par exemple, et de le subventionner pour que les gens s'amusent avec des voitures importées aussi en devises.
sur des autoroutes mal construites, comme le disait c'est Benouari, et qui finalement, tout cela est une économie en pleine distorsion. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de cet argent qui serait venu comme ça un peu par la volonté de pays? Eh bien, tout d'abord, il aurait fallu les mettre de côté, mettre des réserves importantes, des réserves de change, mais les investir. Et on avait une fabuleuse possibilité entre l'année 2007 et 2012. Vous savez que nombre de sociétés importantes, industrielles en Europe, ne trouvaient plus de débouchés, n'avaient plus la possibilité de vendre. Et avec la récession, il y a eu des ventes, j'allais dire, au rabais d'usines, de sociétés, etc. Là, l'Algérie aurait pu jouer avec la possibilité de son marché. Au lieu d'ouvrir le marché à tout vent comme un dollar, on l'aurait orienté en achetant des produits importés, mais à partir de sociétés que l'Algérie aurait achetées. Ça pouvait être le cas de Volvo, par exemple, qui a été vendu à 3 milliards de dollars. Vous savez, c'est une vieille entreprise qui produisait donc des véhicules, des camions, qui a tout un réseau commercial, qui a un savoir-faire, une technologie. Et à partir de là, 3 milliards de dollars, c'est même pas la moitié de ce qu'on dépensait en achetant les voitures annuellement, 6 à 7 milliards de dollars. On aurait eu en main un bijou et on aurait ouvert spécifiquement le marché algérien aux marques et aux entreprises que posséderait l'Algérie ailleurs, tout en délocalisant au fur et à mesure. Bien sûr, certains vont me dire « les règles internationales, les règles de l'Union européenne, etc. » Ça, on peut répondre. L'Algérie a ouvert plus qu'il ne faut son marché aux entreprises internationales, sans mettre aucune barrière qui aurait pu être tout à fait justifiée et acceptée par l'OMC et par le FMI, mais sans que l'Algérie en retour n'adhère à l'OMC, par exemple. Tout simplement parce que adhérer à l'OMC conduit à mettre en pratique un financement, un système financier qui soit transparent, où tout est traçable, etc. Or, l'Algérie ne veut absolument pas de ça. Donc, elle offre tous les avantages que nécessite l'adhésion à l'OMC, mais sans y adhérer et sans récupérer les avantages pour l'Algérie. Mais en termes moins initiés, cet argent, 800 milliards de dollars, est-ce qu'il aurait pu servir à relancer une agriculture qui est complètement en déshérence, une industrie, petite et moyenne industrie, transport ferroviaire, l'hydraulique, construction de barrages, à l'instar par exemple de notre voisin de l'Ouest, le Maroc, qui sans ressources comme les nôtres, par la création de richesses, a réussi à multiplier sa classe moyenne par 6 ou par 7, à se lancer dans l'énergie solaire, à avoir refait pratiquement toutes ses routes, ses autoroutes, avoir créé des centaines de milliers de postes de travail. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, avec tout cet argent, nous propulser à ce stade, à ce niveau? Écoutez, quand vous faites la comparaison entre les entrées en devises d'un pays que vous avez cité, le Maroc et l'Algérie, c'est absolument incomparable. Moi, je parle du surplus. Le surplus aurait pu être injecté de cette façon-là à l'international, dans la haute technologie, dans l'industrie, etc. Mais il est évident qu'en Algérie, c'est ce que je disais au début de mon intervention, il fallait mettre en place une agriculture, la moderniser, une agro-industrie, la petite et moyenne industrie. Et tout cela aurait été possible sans ces immenses moyens. Mais plus que ça, je vais vous dire, sur les 800 milliards de dollars dépensés, c'est à peu près le chiffre qui se recoupe un peu partout, je pense sincèrement qu'il y a eu 50% qui se sont vaporisés. Dans la corruption, dans les pertes inutiles, dans les investissements complètement mal étudiés, etc. Alors, avec 50%, c'est-à-dire ce que représentent actuellement les entrées en 2015, puisque c'est 50% en fait de dévaluation, de perte, en tout cas d'entrée en devise. Eh bien, avec ces 50%, on aurait fait au moins la même chose que ce qu'on a pu faire, et mieux encore. Parce que tout le problème est que lorsque vous faites de mauvais investissements, de mauvais choix, vous entraînez une dilapidation d'argent, même si tout ne part pas dans la corruption, mais il est évident
L'autoroute qui a été donnée à 4 milliards, comme disait Sebnouari, mais elle a fini actuellement à 19 milliards. Mais où est parti tout cet argent? C'est faramineux. Donc, tout se démultiplie, la corruption, les pertes latérales, etc. Donc, il fallait au début engager une politique de raison, une politique qui s'appuie sur les forces productives du pays. Il fallait protéger le pays, ouvrir l'initiative à l'intérieur, encourager l'investissement et d'un autre côté, utiliser la manne pétrolière d'une façon beaucoup plus intelligente et toujours dans l'esprit de récupérer du savoir-faire. Restez avec nous. Restez avec nous, M. Angilali. Je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, le décret sur les licences d'importation, parce que maintenant les gens qui importent devront être autorisés. C'est fini la grande récréation. Et il y a tout un dispositif qui est derrière. Ça va se passer comment? Écoutez, on ne sait évidemment à ce stade rien des produits qui vont faire l'objet de licences d'importation, mais ce que je peux dire simplement, c'est que le recours aux licences d'importation n'est pas la solution. C'est une fausse solution qui est vouée à l'échec. Elle ne peut engendrer que de la corruption, puisque les licences d'importation seront distribuées à des copains, il n'y aura pas d'accès, vous pouvez en être certain, il n'y aura pas un accès démocratique normal aux importations par le biais des licences. Donc pour moi c'est la pire des choses, surtout dans un contexte d'effondrement des fondamentaux. Voilà ce que je peux dire de ces licences d'importation. Il faut voir aussi si les accords, les négociations avec l'OMC ne vont pas être perturbés par cette décision, si les accords d'association de libre-échange avec les pays arabes et avec l'Union européenne ne vont pas également, s'il n'y a pas de récrimination de ce côté-là. Enfin, je prévois beaucoup plus de difficultés qu'autre chose, mais d'une manière générale, ce n'est pas la solution. Elle est évidemment, elle frappe l'imagination. Tout le monde pense qu'avec ça, on va pouvoir diminuer les importations des produits de luxe, on va pouvoir rationaliser les importations et importer ce qui est utile, mais dans un mode de pouvoir, dans un système de pouvoir qui n'est pas démocratique. Et donc, ça ne peut pas être la panacée. Mais Ali Benouari, que va faire le régime avec ces gens dont il a fait des alliés naturels, objectifs? En quelque sorte, en ce sens qu'il s'est servi de cet argent, tout cet argent, pour corrompre le maximum de gens, en cercle concentrique, bien sûr. Ceux qui lui sont le plus proches, il les a enrichis en millions de dollars. Le deuxième cercle, un peu moins, jusqu'au dernier cercle qu'il a donc acheté avec des logements, avec une rue qui lui consent pour en faire un parking, avec une voiture, avec des crédits à la consommation. Mais maintenant qu'il n'a plus le moyen de se ménager, donc ces cercles d'alliés naturels qu'il a achetés avec de l'argent, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Je pense qu'il va y avoir des accommodements. Le régime est habitué à des accommodements. De nouvelles fortunes vont apparaître. Les anciennes fortunes, anciennes nouvelles, vont se consolider. En réalité, les perdants, ce seront les petites et moyennes entreprises algériennes qui vont avoir encore plus de difficultés pour s'approvisionner. Il y aura certainement aussi ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que la diminution des importations, quel que soit le moyen que l'on choisit pour y arriver, que ce soit une dévaluation, que ce soit des licences d'importation, que ce soit des restrictions diverses, cette baisse des importations qui est maintenant affichée et qui s'appelle austérité, n'est-ce pas, va frapper plus les petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises alliées au pouvoir, va frapper plus les pauvres que les riches. Elle va engendrer un plus grand chômage, une plus grande inflation et une diminution de la croissance. Ça, c'est d'un point de vue macroéconomique. Donc, au-delà des mesures qui sont prises pour limiter les importations, il faut voir l'impact de cette diminution des importations et quels sont les produits qui vont être réduits, quels sont les produits qui vont être frappés par les restrictions. Est-ce que c'est des biens de consommation? J'en doute. Mais plus vraisemblablement, ce seront des biens d'équipement.
On le voit à travers Pourquoi? loi Parce de que les finances. biens d'équipement, ça se voit moins. La loi de finances pour 2016 prévoit une baisse de 16% du budget d'équipement. Mais pourquoi le budget d'équipement plutôt que la réduction des biens de consommation? Pourquoi? Parce que les biens d'équipement se voient moins. Par exemple, arrêter un métro, ça se voit moins. Et parce qu'on ne touche pas à la paix sociale. La paix sociale est la branche sur laquelle le pouvoir est assis. Il ne va pas scier cette branche. Donc il va tout faire, tout l'exercice pour le pouvoir consiste à restreindre les importations sans toucher à la consommation, c'est-à-dire sans toucher à son fonds de commerce. Et c'est un exercice qui est non seulement très périlleux parce qu'il ne donnera pas de résultat, parce que les importations pour la consommation sont infiniment plus importantes que les importations de biens d'équipement, d'une part. Et d'autre part, parce que, comme je le disais, les biens de consommation que l'on importe sont destinés à calmer les gens, à donner un peu plus de confort à la population et lui donner l'impression qu'elle a bien voté au cours des 4 mandats successifs, singulièrement au cours du 4e mandat. Mais encore une fois, c'est un mauvais calcul, parce que, in fine, ça sera plus de chômage, plus d'inflation, et le tout accompagnant une diminution de la croissance. Donc le calcul de ce point de vue-là est raté. Il est raté finalement à tous les niveaux. Et d'ailleurs, même les mesurettes qui sont prises, c'est du bricolage. On reste dans le mode classique des lois de finances, c'est-à-dire on touche au prix de l'essence, on touche à la vignette automobile, on bricole la TVA. Donc tout ça pour réduire de 4% les recettes, tout ça pour réduire de 9% le budget de fonctionnement. Mais encore, il faut prévoir des résistances sociales. On va probablement avoir des émeutes. Et je rappelle quand même que malgré toutes ces mesures, le déficit restera à peu près à 12%. Et 12% du PIB, c'est énorme. C'est l'un des plus grands déficits que le pays enregistre depuis l'indépendance. Comment va être financé ce déficit? C'est encore un problème. On revient à l'inflation et on revient au chômage. Parce que soit ça va être le fonds de régulation de recettes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un centime, ça va durer 18 mois, 2 ans, comme les réserves de change, soit ça va être l'emprunt, mais nous n'avons pas un marché financier sophistiqué. Donc ça sera une émission de bons du Trésor qui vont être souscrits par des banques. Et le marché va être très vite asséché et il faudra payer des taux d'intérêt de plus en plus élevés qui va avoir pour effet de diminuer l'investissement. Soit ça va être la création monétaire, c'est-à-dire que la Banque centrale va fabriquer encore des billets et ça va alimenter l'inflation. La planche à billets, mais est-ce que la dévaluation annoncée ne va pas gêner considérablement le peu d'exportateurs qui sont sur le marché? Ça va, bien sûr, ça va augmenter les prix, ça va créer de l'inflation. Et l'inflation, comme tout le monde le sait, frappe plus les pauvres que les riches. Vous le savez, si jamais, tout le monde le sait. La consommation, évidemment, va s'en ressentir. Parce que la dévaluation, pourquoi le gouvernement, il est tenté de recourir à l'importation? Parce qu'elle est aveugle, parce qu'elle est presque, on ne la voit pas très bien, on ne voit pas ses effets à très très court terme, ça se voit à partir de 6 mois. La tentation est très grande, et d'ailleurs, ils ont cédé à cette tentation. Mais ils ne peuvent pas aller trop vite et trop loin. Donc, ils gardent le cap sur le taux de change, ils vont continuer à laisser glisser le dinar, mais l'impact sera aussi frappant, aussi évident que la baisse des importations elle-même, qui est l'effet recherché par la dévaluation. Ali Benouari, je vais revenir à vous dans un instant pour parler de tous ces produits qui sont fabriqués en Algérie, dont les Algériens pensent qu'ils ce sont des produits algériens, comme le pain, comme les fruits et légumes, comme les viandes blanches, les viandes rouges aussi. Vous nous direz si le taux d'intégration permet de les qualifier de produits algériens. Je reviens à vous dans un petit instant. Soufiane Djilali, d'après vous, est-ce que ce régime, qui est connu pour son incompétence, je n'invente rien, est-ce qu'il va pouvoir gérer l'austérité qui s'annonce de façon un tant soit peu rationnelle? Je vous donne un exemple. Pour les 100 milliards d'armements, d'équipements militaires, de dotations, etc., qu'il a acquis au cours de ces 15 années, ces 100 milliards d'équipements et d'armements,
et de matériel en tout genre, sont très consommateurs de frais d'entretien. C'est-à-dire qu'ils nécessitent énormément d'argent pour être entretenus. Est-ce que là, ils vont pouvoir gérer l'austérité en la matière? Tout cela semble très compliqué pour le gouvernement et pour le pouvoir plus généralement. En fait, ils vont essayer de couper là où ils peuvent couper. Ils ont arrêté déjà presque tous les chantiers. En tout cas, tous les projets qui étaient déjà sur la table ont été arrêtés. Et on parle même d'arrêter les projets déjà qui ont démarré et qui n'auraient pas atteint les 50%. Ensuite, vous savez, à un moment, ils vont agir à l'aveugle. Ils vont couper les budgets à gauche, à droite, aux collectivités locales, les fonds spéciaux. Ils vont essayer de récolter l'argent par différentes façons, par l'impôt, par les taxes foncières. Ils ont créé la taxe d'habitation qu'ils ont étendue à l'ensemble des communes, etc. Mais ils vont aussi, au-delà de l'aspect purement financier et économique, ils vont essayer d'amadouer un peu la population par de nouveaux discours et surtout par peut-être une tentative d'ouverture à la marge pour l'opposition. D'où cette annonce d'une commission qui pourrait contrôler les élections pour donner quelques garanties à l'opposition. J'imagine que très rapidement, ils pourront aussi offrir quelques postes ministériels à quelques-uns qui se disent dans l'opposition. Le but étant d'aspirer vers eux toute cette opposition, ou au moins une partie d'entre elles, pour essayer de lui faire partager le fardeau et surtout d'empêcher toute alternative qui puisse naître. De façon à ce que, au moment venu, lorsque le peuple ne tiendra plus, ne pourra plus accepter la situation, il sera en colère contre tous à la fois, contre tous ceux qui seraient à ce moment-là au pouvoir, et on restera toujours sans aucune alternative en face. Le pouvoir fait son calcul, il veut rester le plus longtemps possible, et si il réussit, c'est passer le gap, la jonction, entre le moment où le prix du pétrole est au plus bas, mais au moment où il va forcément reprendre un peu des couleurs, c'est-à-dire en 2018, 2019, 2020. Donc pour eux, il s'agit de tenir le coup jusque-là. Alors, ils achèteront et payeront s'il le faut l'opposition. Ils continueront à distribuer au maximum, ils gratteront le fond des caisses. Ils emprunteront, quitte à vendre des parcelles importantes de la souveraineté nationale aux étrangers pour avoir un peu d'endettement. Et le tout en priant le bon Dieu que tout se passe bien et qu'on traverse le fleuve pour qu'à partir de 2020 à peu près, les choses reprendront leur cours normal. Et c'est donc une course contre la montre. On verra le résultat des courses. Mais moi, je suis très, très pessimiste pour le pouvoir. Eh ben, justement, Soufiane Gilali, les Algériens vous écoutent. Vous êtes de l'opposition et je poserai la même question à Ali Benouari. Quelle va être votre réaction à cet arsenal qui se met en place, à cette politique d'austérité qui va se mettre en place de toutes les façons? Comment vous allez réagir en tant qu'opposition? Il est clair qu'on dénonce parce que cela fait plusieurs années qu'on tire la sonnette d'alarme et le pouvoir a fait la sourde oreille. Monsieur Sellel, en faisant la campagne en 2014, distribuait à tout va l'argent. Il promettait la Californie à Mascara, il promettait monts et merveilles. Et ils ont fait qu'à leur tête. Maintenant, ils souhaitent, ils font les petits yeux et ils demandent à tout le monde de serrer la ceinture, au peuple de ne pas bouger, de les aider dans ce qu'ils font. Non, il n'y a aucune autre solution que leur départ. Il est clair que ceux qui Non, mais qu'est-ce que vous allez faire? Soufiane Gilali, qu'est-ce que vous allez faire? On va continuer à les aider pour s'en aller, pas pour rester. Mais à vrai dire, Soufiane Gilali, à vrai dire, oui. Vous ne les avez pas aidés à partir puisqu'ils sont toujours là? Oui, non, mais c'est ce qu'on les pousse. Vous savez, ils se sont enracinés. Hein. Ils ont des racines très très profondes. Ils utilisent la manne publique comme leur bien personnel. Ils ont distribué de l'argent, acheté des pans entiers de la société.
ça ne vient pas, c'est pas une, deux ou 1000 personnes qui vont les faire bouger comme ça en un clin d'œil. Mais est-ce que vous avez un plan de bataille en l'occurrence, parce que là, ça va être vraiment le tournant et nous allons entrer dans une phase assez pénible, j'ai l'impression, et les gens vont vous demander de leur dire ce que vous comptez entreprendre de façon concrète. Eh bien justement, l'ICSO, l'instance de consultative et de suivi de l'opposition, a projeté d'organiser un congrès pour mieux clarifier ce que peut et doit faire l'opposition. Mais il est clair que la vraie opposition ne cédera en aucune façon au chantage. On sera là pour dire la vérité aux Algériens et on continuera le combat pour imposer la construction d'un vrai état de droit qui seul pourra nous faire sortir de la crise dans laquelle ils nous ont mis. Est-ce que vous envisagez d'expliquer aux Algériens ce qui les attend? On le fait souvent, on le fait directement dans des sorties de proximité, on le fait à travers les médias, à travers votre média, le Maghrébia, mais on le fait constamment. Et je pense sincèrement que la grande majorité des Algériens ont vraiment conscience de ce qui se passe. Il est évident qu'ils ne veulent pas bouger, bousculer les choses. Il y a aussi une peur, il y a un traumatisme. Ils ne savent pas quels vont être les lendemains. Pour cela, il faut les comprendre. Mais en même temps, ils aspirent à un vrai changement. Ils le souhaitent, ils le veulent. Et je pense que c'est en train de mûrir, de se préparer naturellement. Et le moment du changement va devoir venir et s'imposer pour lui-même, à mon avis, dans pas trop longtemps. Merci Soufiane Djilali. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. J'ai essayé de répartir le temps avec autant de justice qu'il est possible de le faire. Ali Benouari, je vous demandais tout à l'heure de nous parler de ces produits, notamment de consommation, notamment alimentaires, qui sont produits en Algérie, dont tout le monde pense qu'ils sont algériens. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Moi d'abord de réagir à ce que disait mon ami Soufiane Djilali. Oui. Je réponds même si vous ne posez pas la question à moi aussi. J'allais vous la poser. C'est unifier les rangs de l'opposition. Oui. Éveiller les consciences. Éveiller les consciences. Ce travail d'éveil des consciences est très très profond et les gens maintenant ont commencé à comprendre. C'est extrêmement important parce que tant que les gens ne sont pas au même degré de prise de conscience, l'opposition ne peut pas faire grand-chose, surtout qu'il lui interdit de sortir dans la rue. Le pouvoir exerçant un véritable chantage. Vous sortez dans la rue, il y a de la casse, et la Libye et la Syrie, et vous serez tenu pour responsable. Et le peuple algérien est traumatisé, comme le disait Soufiane Djilali, et nous le comprenons parfaitement. Donc, le travail est un peu complexe. Le travail de l'opposition ne consiste pas seulement à descendre dans la rue ou à faire du tapage. C'est aussi, donc, éveiller les consciences, expliquer les enjeux de manière inlassable. Et le moment venu, ce pouvoir tombera comme un fruit mûr. Il tombera comme un fruit mûr parce qu'il a creusé sa propre tombe. Et j'espère pas celle du pays, parce que le risque c'est celui-là. Les contradictions dans lesquelles se dépètre le pouvoir sont absolument sans retour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité aujourd'hui pour le pouvoir en place de trouver des solutions. Parce qu'il est pris dans ses propres contradictions, je vous ai dit. Comme on l'a vu à travers la loi de finances et les équilibres. Il ne peut pas aujourd'hui, aucune solution n'est bonne. La seule solution qui est valable, c'est son propre départ. Et ce départ-là permettra d'aborder le problème, non pas sous l'angle économique ou financier, mais d'aborder le problème sous l'angle démocratique, c'est-à-dire la participation des masses. Si austérité il y a et il y aura, elle sera d'autant plus acceptée par la population qu'elle se reconnaîtra dans le pouvoir. Autrement, le peuple ne l'acceptera pas. Maintenant, pour revenir à votre question à propos des importations, du taux d'intégration, bien sûr, la diminution des importations va frapper non seulement le niveau de vie et le pouvoir d'achat des gens, mais il va tuer dans l'œuf les entreprises qui commencent à émerger, qui commencent à produire et à créer de la richesse. Ces entreprises, il faut rappeler qu'il n'y en a aucune qui travaille uniquement avec des produits 100% algériens. Prenez les biscuiteries. Vous avez cité le pain, etc., le yaourt fait à partir de la poudre de lait importé, les limonades faites à partir d'arômes et de machins importés. On peut citer comme ça pratiquement tout ce que nous produisons et le peu que nous exportons, peut-être 500 millions de dollars,
lait à partir de produits importés. Les biscuiteries fonctionnent avec des produits importés. Le lait avec le beurre, avec le sucre. Les chocolateries, c'est avec du cacao qui est importé. Le sucre, les raffineries de sucre et les raffineries d'huile, c'est pas avec des produits agricoles qui poussent sur notre pays. C'est fait avec des produits de la mélasse qui est importée et qu'on raffine seulement avant de l'écouler localement ou de l'exporter. L'huile également, c'est pas des champs de tournesol que nous cultivons en Algérie, c'est de l'huile brute que nous importons et que nous raffinons. Vous imaginez donc la catastrophe à très grande échelle qui menace le pays et le chômage qui frappera tous les secteurs avec des entreprises par milliers. Merci. Merci Ali Benouari. Je suis obligé de vous interrompre. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous essaierons d'en faire d'autres sur les mêmes thèmes. Je rappellerai seulement que cela fait des années qu'on vient de le dire, Ali Benouari, que des opposants responsables essayent d'attirer l'attention des gens, d'éveiller les consciences sur les périls qui menaçaient la nation, sur cette anesthésie assassine qu'avait pratiqué ce régime sur les Algériens pour acheter la paix sociale, pour pouvoir continuer à se livrer impunément au pillage du pays. Malheureusement, il n'y a pas eu l'éveil escompté et nous sommes allés au bout de cette logique ravageuse. Aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Il n'y a plus d'argent. L'argent qui dormait dans les sous-sols de notre pays a été placé dans les banques américaines ou dilapidé en Chine et dans d'autres bazars du monde. Les rares réalisations d'infrastructures dans le pays ont toutes été surfacturées et souffrent toutes de malfaçons fautives. Nous en sommes là. Il nous reste à en tirer les conclusions et nous espérons tous que ça ne se passera pas trop mal. Merci à Ali Benouari, merci à Soufiane Jilali, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Qawal la khair, Slama.